la solidarité alimentaire, en quelques mots, c'est des actions de solidarité qui ont pour but de rendre accessible à tous une alimentation en quantité suffisante et de qualité. Donc ça regroupe bien sûr le don alimentaire au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'une personne donne de la nourriture à une personne qui en a besoin, mais ça recoupe également l'alimentaire. La solidarité alimentaire, c'est aussi considérer que l'alimentation est un point clé, un point d'orgue qui permet d'essaimer auprès du plus grand nombre et de résoudre différents maux de la société. En fait, l'alimentation permet d'éduquer, l'alimentation permet de former, l'alimentation permet de faire vivre un tissu de producteurs locaux via la mise en place par exemple de filières courtes en partenariat avec des producteurs. Voilà, c'est aussi toutes ces actions que la solidarité alimentaire permet de mettre en place. C'est le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et à cette occasion, ça fait un certain temps qu'on se dit qu'il faudrait qu'en tant que média, dont la ligne éditoriale est quand même fondée sur un certain nombre de valeurs, à savoir la consommation responsable, le développement de l'entrepreneuriat social, le développement durable, la protection de l'environnement, une société plus durable en définitive, au sens large. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à cette occasion? Et puis, alors qu'on y réfléchissait, on a fait une rencontre avec une fondation d'un grand groupe, c'est la fondation Carrefour, une rencontre il y a quelques mois, et on s'est dit, tiens, on pourrait travailler ensemble pour proposer une semaine spéciale et investir le champ de la solidarité alimentaire. Et je voudrais ici les remercier parce que, certes, c'est la fondation du groupe, et c'est un grand groupe de distribution, qui a un engagement très clair sur les questions de solidarité alimentaire. La Fondation Carrefour, c'est le cas, et qui nous a laissé vraiment dans l'indépendance pour construire nos contenus et vous proposer tout au long de cette semaine une série d'événements à travers des contenus liés à la solidarité alimentaire. Donc, je voudrais vous remercier pour cette confiance, parce que ça permet aussi au plus grand nombre d'en profiter. Et depuis hier, sur le site du MAG, on retrouve des contenus totalement gratuits, des interviews, des bonus, des enrichissements. On a demandé à notre partenaire Opinion Way aussi de sonder les Français sur la question de la solidarité alimentaire. Et là, alors que ce sondage est sous embargo depuis hier, eh bien on va vous dévoiler aujourd'hui les principaux enseignements avec Julien Goharan, qui est directeur de clientèle au département Opinion d'Opinion Way, et qui sera rejoint dans quelques secondes, c'est une question de secondes, par Delphine Sirven, qui est directrice du département des études qualitatives et spécialiste des questions de solidarité chez Opinion Way. Et puis ensuite, nos intervenants nous rejoindront, et ils représentent respectivement Goodid, Solal et la Fondation Carrefour, puisqu'on va débattre, on va essayer de mettre les pieds dans le plat, c'est un peu l'objectif. Donc on ne veut pas ronronner, on veut se poser des vraies questions, et notamment celle-ci: qu'est-ce que la solidarité alimentaire? Quels sont les moyens d'agir pour que l'alimentation pour le plus grand nombre, à la fois d'un point de vue quanti et quali, soit possible demain, tout à l'heure, ou après-demain, et qu'est-ce qu'englobe l'écosystème de la solidarité alimentaire? Voilà, c'est un peu les grandes lignes des discussions qu'on souhaite avoir ce matin. Dorothée Briomont, directrice de Solal. Pour info, vous avez occupé plusieurs postes en fait à la FNSEA. Vous avez été notamment chef du service économique et gestion de crise. C'est ça? D'accord. Vous pouvez nous aller un peu plus dans le fond, justement, sur l'activité de Solal et nous donner des exemples d'actions, de dispositifs, ce que ça représente aussi? D'abord, on ne l'a pas construit comme ça. On a fait un an de diagnostic. On a rencontré à peu près 130 acteurs, que ce soit les associations d'aide alimentaire, que ce soit des opérationnels de la filière alimentaire, et puis des personnalités politiques engagées dans ce secteur, pour essayer de faire un diagnostic. Et finalement, de ce diagnostic sont ressortis plusieurs éléments, dont notamment le fait que le don peut apparaître comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, ou alors on téléphone, on n'a pas la personne qui est responsable de ça dans l'association, et en même temps il faut continuer de gérer son exploitation agricole, notamment quand on est agriculteur. C'est souvent une situation de crise, donc il faut continuer de vendre, enfin bon, voilà, donc une contrainte. Par ailleurs, des gisements de produits qui ne sont pas forcément toujours exploités, c'est-à-dire que, voilà, on en a pas mal parlé,
Je suis assez contente, parce que finalement, j'avais l'emblème qui était celui du concombre tordu. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde l'a retenu. Donc effectivement, vous avez des produits qui ne rentrent pas sur le marché et qui sont tout à fait consommables. Les produits qui ont été produits par des agriculteurs, voilà. toutes sortes. Toutes sortes de produits, oui, tout à fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'encombrement du marché, et là, l'embargo russe sur les produits alimentaires montre comment on peut déstructurer tout un marché, un équilibre de marché communautaire, et vous avez donc des produits en surplus. Voilà. Et puis, dernier point, élément important, c'est-à-dire que la logistique est un enjeu important, puisque c'est le maillon crucial dans la chaîne du don, c'est-à-dire que si vous ne prévoyez pas l'acheminement du produit dès le début, vous pouvez ruiner un don. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour prendre en charge le coût du tri, du conditionnement et de son acheminement jusqu'aux associations, c'est le maillon crucial. Donc en fait, partant de ce constat, on s'est dit qu'il y a peut-être quand même une feuille de route à construire, et donc l'objectif de Solal, ça a été de contribuer à l'alimentation des plus démunis, mais via les associations d'aide alimentaire. Donc c'est pas une association de plus par rapport à celles de toute façon qui ont leur culture, qui ont c'est un métier. Et donc nous on s'est dit on va renforcer à l'amont les dons, et en particulier ceux du secteur agricole, en apportant une sensibilisation, une information. Donc on explique ce qu'est le don, on peut donner en nature, on peut donner en logistique, on peut donner par prestation, donc tout ça ce sont des champs qui étaient ignorés par certains. Il y a beaucoup de choses qui se font, je ne dis pas là, simplement on va compléter l'existant, donc on renforce cette communication sur un plan transversal. On a travaillé aussi avec le ministère de l'économie, parce que si vous voulez, un agriculteur, s'il faisait un don, comme vous le faites chacun, vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez, c'est dans la loi d'un avoir fiscal. Et là, un agriculteur, parce que certains de ces produits devaient être transformés, je vais faire vite, parce qu'il y avait un maillon, si vous voulez, jusqu'aux produits consommables, ne pouvait pas bénéficier de l'avoir fiscal. Donc on a fait aussi un travail... Donc là, ils en bénéficient maintenant? Pas sur toutes les filières, on continue de travailler avec Bercy là-dessus. Donc ça, ce sont des actions, on va dire, transversales. Et puis, j'en reviens aussi à cette notion de proximité. C'est important aussi de créer des réseaux d'acteurs locaux. Et donc, on est là pour appuyer des projets et réunir des acteurs territoriaux autour d'une table pour construire ensemble, en fonction de leur bassin de production, en fonction des besoins locaux, des micro-projets. Alors, je peux vous donner des idées. Par exemple, on est en train de travailler avec la communauté d'agglomération de Tours pour voir dans quelle mesure on pourrait pas, sur quelques mètres carrés du marché de gros, construire une plateforme de groupage et de dégroupage de l'aide alimentaire qui arriverait, c'est un point assez central, un marché de gros, notamment pour les producteurs qui viennent livrer. Et ensuite, cette marchandise serait triée et serait redonnée aux associations d'aide alimentaire. Voilà des micro-projets. Il y a une autre agglomération à Aix-en-Provence, on l'aide dans le cadre de son plan déchets. Voilà. Sinon, sur l'interface, finalement, le rôle d'interface qu'on a entre les agriculteurs et les associations d'aide alimentaire, l'idée c'est de gérer le don pour eux. Donc en fait, on prend leur offre, on l'envoie aux associations d'aide alimentaire, et elles nous répondent en disant je souhaite effectivement bénéficier de ce don, et on répartit le plus possible en équité ce don, en prenant en compte la logistique également. Donc si vous voulez, le producteur il entend parler de cela une fois, et à la fin, quand les associations prennent rendez-vous avec lui pour venir chercher les produits ou alors organiser la livraison. Donc toute cette interface, vous avez des tas de questions qui se posent, etc. Il ne le voit pas, il continue de gérer son exploitation et c'est tant mieux. Donc vous êtes des facilitateurs, voilà, dire, du don. Voilà. J'avais deux questions. La première, c'est en volume. Vous arrivez à identifier ce que ça représente? Oui, alors depuis sa création, c'est-à-dire en mai 2013, Solal a contribué au don de plus de 400 tonnes maintenant de produits. Enfin, le compteur est en train un peu d'exploser, notamment à cause des mesures d'embargo qui fait que, par exemple, j'ai des dons de 300 tonnes de pommes. 300 tonnes de pommes. Et ça lutte contre le gaspillage en définitive aussi, oui, directement? Tout à fait, c'est un des objectifs. On parlait du gaspillage. Au départ, c'est vrai que cela a été créé sur la notion de don. Et bien évidemment, le corollaire, c'est que tous ces produits qui sont consommables sont réutilisés, bien évidemment.
Et juste pour terminer là-dessus, vous parliez de la défiscalisation. C'est un sujet qui paraît quand même clé pour inciter aussi clairement l'agriculteur, le producteur à un moment donné à donner, c'est incitatif. C'est quoi les grandes filières sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui qui ne sont pas concernées par la défiscalisation? Alors, je parlais de celles où tout va bien, c'est-à-dire que quand on donne des fruits et légumes, il y a un lien direct entre le donateur et le bénéficiaire, donc ça se passe comme si vous faisiez un chèque pour n'importe quelle association, donc là, il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où il y a une transformation. Donc on a obtenu un dispositif fiscal adapté pour le lait, et là on est en train de travailler, y compris avec les associations et les filières, sur l'œuf, sur la viande, enfin voilà, tout le reste, les céréales, voilà, parce que l'idée c'est que chacun peut contribuer aux dons dans le milieu agricole. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les agriculteurs n'ont pas attendu cela pour donner. Voilà. Mais on est là pour effectivement renforcer les flux. Ok, merci pour cette présentation. Donc Sophie, vous êtes responsable de la Fondation Carrefour. Si on peut avoir là aussi un peu plus de précision sur l'écosystème, les grandes priorités de la Fondation, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a peut-être des éléments clés qu'on peut mettre en exergue pour bien comprendre l'activité. Alors, la Fondation Carrefour, c'est une structure qui effectivement facilite en fait tout ce qui va être la démarche de solidarité pour le groupe Carrefour, que ce soit au niveau des fonds qui ont été donnés à cette fondation. Donc on a un budget annuel qui nous permet de soutenir des structures dans ce qu'elles ont pour nous d'intéressant, et par le conseil d'administration. On est gouverné par un conseil d'administration avec des administrateurs externes, donc Trosgali, Xavier Emanueli, Guy Payota, qui est le président d'honneur de l'INRA, ou Wu Jiamin, qui est un haut diplomate chinois. Eux ont fait le choix depuis le départ de soutenir des projets qui sont très concrets, qui apportent des réponses à des problématiques locales. Donc on n'est pas sur un périmètre français, mais un périmètre international. On agit dans tous les pays où Carrefour est implanté, donc des dizaines de pays. On mobilise en fait nos équipes localement pour identifier des projets qui répondent à ces problématiques, identifier comment eux, au travers de l'activité Carrefour, ils pourraient répondre au-delà de l'aide financière que la Fondation peut apporter, et apporter un soutien de long terme pour apporter des réponses concrètes à ce qui va concerner, ce que je disais au départ, des sujets avec une thématique alimentaire, qui peuvent être aussi bien des personnes fragiles, des personnes qui sont vraiment démunies par rapport à l'alimentation du don pur. Ça peut être également plus la prise en compte au niveau social de cette fragilité au travers des épiceries sociales, où il y a une relation qui se met en place avec ces personnes-là et les clients de ces épiceries, parce qu'il faut travailler aussi sur le côté logement, sur le côté insertion professionnelle. Et donc c'est une voie aussi pour leur permettre de pouvoir se réinsérer. Ça peut être également sur de l'insertion professionnelle pure, avec des projets où on soutient en fait des ateliers par exemple de boulangerie, pour n'en citer qu'un, mais en Chine on a soutenu un programme sur des jeunes qu'on a formés au métier de boulanger à la française et qui marche très très bien, où une trentaine de jeunes par an trouvent des métiers via cette formation et construisent leur propre entreprise ou sont embauchés dans des structures diverses et variées. Ça peut être également des programmes de nutrition. Mais au-delà de ce soutien de la Fondation, en fait, quand on travaille avec les différentes structures de Carrefour, on essaie de coordonner le mécénat de Carrefour pour favoriser effectivement tout ce qui va être la solidarité du groupe. Parce que le groupe Carrefour, c'est presque 400 000 personnes et salariés qui souhaitent s'investir, qui souhaitent faire des choses, et beaucoup de compétences. C'est ce qui fait qu'en fait, on parlait du don et acheter pour donner, donc vous allez en caisse et vous donnez. On voudrait aller plus loin, et notre façon d'aller plus loin, c'est de permettre par exemple de trouver des modèles qui permettent le mécénat de compétences, que l'on fait avec différentes associations. Alors pour parler que de l'alimentaire, c'est vrai qu'on a travaillé par exemple avec les banques alimentaires en faisant du mécénat de compétences pour eux, avec des équipes de logistique qui ont audité des entrepôts pour améliorer tout ce qui est la logistique du don. C'est très valorisant pour les équipes, mais c'est également un besoin criant qui nous a été remonté par eux. C'est également du volontariat pour ces collègues dont on parlait, où il y a un besoin de... Nous on parle de communication chaude, mais même si le don en ligne est une voie vers le don, on voit bien que, parce qu'on a des chiffres assez probants, du fait que
quand en magasin, il y a des volontaires qui s'investissent pour dire, ben voilà, cette semaine, offrait des fruits, des légumes, des produits alimentaires aux personnes qui en ont besoin, les gens, et nous, on a envie de donner, et ça marche. La Fondation, c'est aussi tout ce qui va être le don, par relayer un peu ces initiatives qui se mettent en place chez nous, qui sont par exemple le micro-don. Le micro-don, alors bon, je parle un petit peu de plein de choses qui sont des démarches de don qu'on essaye de favoriser, de développer. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez nous, où on offre en fait aux clients la possibilité de donner une somme, ça peut être 2 €, ça peut être un petit peu moins, un peu plus, en faveur d'une association pour soit l'enfance, soit l'alimentaire. Et on a une opération en France qui marche bien, qui s'appelle les boucles du cœur, et qui génère quand même, et c'est pour ça que quand on parle de ce sondage-là, en un mois, permet de collecter pour des associations qui travaillent sur l'enfance 1,4 million d'euros quand même. Donc ce sont des sommes assez colossales. Et c'est une démarche que donc on essaie dans différents pays. Ça peut être également le don en nature, on en a parlé. Et pour revenir sur le don en ligne, c'est vrai que par rapport à ce don en nature pur avec les banques alimentaires, où on essaye de favoriser toute cette démarche de don, on donne, mais qui crée une logistique et qui demande une logistique très importante, même si elle est importante, on croit beaucoup et on y travaille aux collectes virtuelles en fait, qui seraient des collectes en fait où vous et moi en caisse, vous avez la possibilité de donner l'équivalent en boîte de conserve qui aurait une valeur marchande de temps, et donc qui serait un compte mis à part pour ces structures-là et qui permettrait à ces structures-là après de venir régulièrement chercher les produits sans avoir à gérer toute la logistique. Ça a du sens pour nous parce que d'une part, enfin pour nous, Fondation, parce que d'une part, ça répondrait davantage aux besoins tels qu'il est exprimé par cette personne, c'est-à-dire que vous venez chercher du don alimentaire, on vous sert une boîte de conserve de haricots, mais peut-être que vous n'aimez pas ça. Et suivant les associations, le besoin n'est pas le même, et ça répondrait au cas par cas, parce que dans ces cas-là, vous auriez finalement une somme à consommer de produits alimentaires à distribuer, et ça simplifierait énormément la logistique, et finalement, et Dorothée le disait très bien, le maillon faible, on va dire, de toute cette démarche de don, finalement, ce qui coûte très cher, et on l'a vu même avec les lois là, qui étaient en train d'essayer d'être passées sur l'obligation de donner. On n'a pas très peur d'avoir à donner, parce que nous, 100% de nos magasins Hyper et Super donnent, et ont déjà mis en place cette démarche quotidienne de don. Mais le maillon faible, c'est vraiment la logistique des associations qui, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés à pouvoir venir collecter quotidiennement tous ces produits et les redistribuer. C'est un coût, et c'est un coût qui, pour l'instant, la Fondation Finance, par exemple, a financé depuis sa création près de 150 camions frigorifiques, des chambres froides. Toute cette logistique, on la finance, mais ça ne suffit pas. Et on en a conscience, donc on les accompagne, et voilà. Merci. J'ai une autre question pour vous, rapidement. Ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'en définitive, quand on a préparé à la fois cette rencontre et puis cette semaine spéciale, on s'est rendu compte que la solidarité alimentaire, c'est pas juste effectivement le don, mais ça concerne tout un champ qui est beaucoup plus large. Vous avez parlé par exemple d'insertion professionnelle tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu, en tout cas de votre point de vue, nous préciser l'écosystème de la solidarité alimentaire, tout ce qu'il recouvre? Alors c'est vrai que ça ne couvre pas que le don alimentaire, effectivement, sur lequel on s'est plus attaché ce matin. C'est également tout ce qui va favoriser l'insertion. Et c'est vrai que dans un groupe comme Carrefour, où rien que sur la France, on a 110 000 personnes qui travaillent à différents métiers, c'est la possibilité pour nous, finalement, de pouvoir reprendre et rattraper des personnes qui étaient très fragiles. Et on travaille par exemple avec des structures comme Emmaüs Défi sur ces personnes qui sont dans la rue et permettre en fait au terme de 5 ans, avec une démarche progressive de prise en compte de la fragilité de chacun, à retrouver des possibilités d'emploi. Et c'est du temps passé, c'est beaucoup de volonté en interne. Et donc on a une structure au niveau de Carrefour qui s'appelle l'Espace Emploi, qui est un lieu en fait qui est en charge de tout le recrutement de ces personnes pour Carrefour et pour les magasins, qui déploie en fait son énergie pour
créer des passerelles possibles. Donc ce sont des passerelles entre toutes ces structures d'insertion qui travaillent au quotidien, que ce soit Andes, que ce soit la Fédération des paniers de la mer. La Fédération des paniers de la mer, peu de gens la connaissent. Alors Andes un peu plus, c'est l'Association nationale des épiceries solidaires, mais les paniers de la mer, ce sont en fait, c'est une structure d'insertion qui travaille sur des poissons qui sont issus de la criée, des invendus de la criée, qui sont récupérés et qui sont utilisés et retravaillés dans des chantiers d'insertion et redistribués à tout le réseau d'aide alimentaire. Donc le réseau d'aide alimentaire souvent a peu de poissons. Le poisson est surgelé et redistribué via tous les canaux de logistique et Andes entre autres à l'ensemble des associations de l'aide alimentaire en France. Notamment dans le sondage OpinionWay, c'est que 88% des Français considèrent que la solidarité alimentaire on en a au moins autant besoin depuis 20 ans, et c'est même de plus en plus une nécessité, ça c'est pour 60%. Donc pour 88%, c'est un sujet d'actualité qui est considéré comme important, et donc c'est une nécessité. Par contre, quid selon vous des médias et des pouvoirs publics? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que la solidarité alimentaire, au-delà d'une journée comme celle-ci, est suffisamment présente, en tout cas est une préoccupation, j'allais dire un fil rouge, qu'il s'agisse, voilà, j'ai envie de dire, du monde politico-médiatique, parce qu'il est, à mon sens, structurant quand même, notamment pour le don, pour le passage à l'acte dont on parlait tout à l'heure avec Julien. Allez-y, le jeune. Je pense, en tout cas, moi, ce qui est intéressant, je pense, c'est juste que j'amène mon truc un peu jeune, mon avis un peu jeune, plus jeune, mais je pense que pour le coup, on ne l'enseigne pas assez à l'école. En fait. Là, aujourd'hui, je m'y suis inséré parce que c'est des trucs qui m'avaient intéressé, mais vraiment hors du cursus scolaire. Il y a aujourd'hui plus de 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, donc ça c'est les chiffres du Programme alimentaire mondial. Il n'y a plus de famine dans le monde, donc ça c'est quelque chose contre lequel on a réussi à lutter. Mais ouais, je pense pas que en tout cas aujourd'hui, après ce que je vois dans la rue, etc., je pense pas qu'aujourd'hui les organisations étatiques soient suffisamment ancrées dans ces trucs. Après, on est en temps de crise, donc c'est vrai que, en tout cas, on n'arrête pas de me répéter, donc je pense que c'est peut-être plus difficile pour eux de s'inscrire dans cette logique. En tout cas, 156 € par an de budget disponible pour les Français, c'est quand même pas négligeable, et ça peut laisser, réfléchir, c'est pas rien, 156 € par an. Alors après, on voit des grèves pour moins que ça, quoi. Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est que 156 € par an, c'est ce que les gens sont prêts à donner, c'est ça? C'est ça. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que ça, c'est ce que. C'est pas vraiment le budget que les gens allouent aux dons. Je crois que le budget qu'allouent les gens aux dons, c'est 60 € en moyenne. Parce qu'il y a un problème de passage à l'acte dont on parlait tout à l'heure et de circuit de décision en fait. Ce qui est vraiment dommage finalement, parce que les gens sont prêts à nous donner plus, il faut juste leur rappeler, il faut juste que. Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils ne fassent pas que donner de l'argent. Parce que ce qu'on voit souvent aussi, c'est que les gens ils arrivent, ils reçoivent le billet de l'UNICEF, donc ils reçoivent le petit lettre, puis au final ils donnent 156 €, ils n'ont rien à faire de ce qui se passe derrière. Ils font juste un chèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut surtout sensibiliser les gens au don, il ne faut pas que ce soit dénaturé. Il faut par exemple passer par des comptes rendus derrière, donc leur dire voilà, votre argent il n'a pas servi à ce qu'on se mette dans la poche, il a servi à ça exactement, il a financé cet hôpital, il a financé ce projet, et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Donc le droit de suite en fait. Voilà, exactement, et c'est juste en sensibilisant les gens, en leur montrant à ce qu'ils soient fiers de leur don, que finalement, au final, les gens vont continuer à faire des dons, se rappeler, etc. Et si on recevait une petite fiche, tous les mois, je sais pas, regardez, votre don a réussi à faire ça, on serait beaucoup plus sensibilisé, on serait beaucoup plus enclin à continuer, etc. Et c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui les associations telles. Merci. Sophie, vous acquiescez? Oui, d'autant plus qu'on voit qu'il se développe énormément l'engagement solidaire en fait. Des courses en faveur d'actions particulières, ou bien nous on a une en Espagne qui est la Vuelta solidaire, où en fait les gens viennent courir sur un vélo et ça génère des dons pour les banques alimentaires en Espagne. Et il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là, où en fait c'est vrai qu'au-delà du fait de donner monétairement, les gens ont envie de s'impliquer et de sentir qu'ils sont acteurs de ce don-là. Et donc on le voit, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, et on est là aussi pour le permettre en fait. Et du coup,
dans le système médiatique et institutionnel. Par rapport à la question de départ sur le côté médiatique et le système, c'est vrai que ce don-là demande à être vraiment professionnalisé. C'est aussi la raison pour laquelle on travaille avec Solal. Dorothée le disait, dans cette démarche-là, en fait, même si les agriculteurs, par exemple, souhaitent donner, ils ne sont pas toujours en capacité de le faire parce que la loi Coluche, par exemple, a permis de défiscaliser et de donner plus facilement. Aujourd'hui, les agriculteurs qui ont des produits qui leur sont transformés ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt que chacun est en droit de réclamer finalement. Solal y travaille. C'est donc pas simplement une démarche de solidarité sympathique, mais vraiment une demande de professionnalisme, de bien comprendre les rouages du système et comment ça fonctionne. Et de nouveau, pour rebondir sur ce côté professionnel, c'est vrai que quand on parlait de logistique, il y a aussi toute cette thématique et cette problématique de la logistique qui est criante. On travaille avec Solal sur ces aspects-là pour essayer de faire du mécénat, comment le groupe Carrefour peut s'engager dans cette dynamique-là, parce qu'on a beaucoup de camions qui livrent régulièrement les magasins, et plutôt que de revenir à vide, essayer de voir comment ces camions qui reviennent pourraient peut-être faire des chemins et partir sur des chemins de traverse pour aller récupérer les dons des agriculteurs et offrir la possibilité à ces agriculteurs de les donner plus facilement. Ça, c'est dans l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Dorothée Briaumont? Le système est suffisamment dynamique ou il y a un vrai problème et où est-ce qu'il se situe selon vous, si c'est le cas? Rapidement, si possible. Oui, bien sûr. Non, si vous avez réfléchi, mais je vais aller vite. D'abord, qui suis-je pour juger, pour savoir si 100 € c'est plus ou moins? Je ne crois pas que je puisse me prononcer là-dessus, c'est magnifique. Voilà. Par ailleurs, je pense qu'il y a, comme le disaient mes deux voisins, il y a plusieurs façons de donner. Je pense que vous avez entendu les appels au bénévolat de la part des associations d'aide alimentaire. Donc il y a besoin aussi de dons en temps. Voilà, donc ça aussi, le temps c'est aussi de l'argent, donc effectivement il y en a besoin. Ensuite, je pense qu'il faut sans cesse rappeler effectivement à l'écosystème politique qu'il y a besoin d'un accompagnement. Ça, je pense que c'est effectivement, et notamment en économie de crise, je crois que le travail que font, je suis même sûre, le travail que font les associations d'aide alimentaire est quand même considérable, et c'est un peu, comment dirais-je, l'État qui se repose sur le travail de ces associations, donc c'est énorme. Donc il faut rappeler leur travail, je crois, régulièrement. Après, sur la médiatisation, voilà, qu'est-ce que je vous dis, qu'on va rentrer dans l'hiver et qu'on est plus sensible à la pauvreté qui nous entoure. Voilà. Donc je pense que ce qui est important, et ça, les médias sont en train de, comment dirais-je, de prendre en compte, c'est que effectivement les reportages peuvent être faits tout au long de l'année. Voilà. Mais il ne faut pas négliger effectivement des temps forts qui permettent de réveiller un peu tout le monde. Voilà. Alors je vous propose, merci beaucoup, de participer maintenant. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez interpeller, voilà, on va vous passer le micro. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Françoise Consultant, je suis consultante en responsabilité sociale des entreprises. Et une chose qui me frappe beaucoup, c'est que vous dites tous qu'on est en temps de crise. Moi, je ne crois pas qu'on est en temps de crise. Je pense qu'on est dans une mutation profonde et qu'on ne reviendra jamais au temps d'avant. Il ne faut pas dire qu'on est en temps de crise, on s'installe dans autre chose. Et c'est ça que la question que je voulais vous poser, c'est qu'au-delà du don à court terme, quelles sont les actions à mettre en place en matière de solidarité alimentaire pour que le système change en profondeur et qu'on n'ait plus besoin de faire des dons au coup par coup? Alors, une réponse structurelle. Oui, tout à fait. Mais ça correspond effectivement à une des actions nationales, qui est de gérer effectivement des dons one-shot, notamment quand il y a saturation du marché, mais aussi de structurer des filières du don. Et ça, on y travaille avec les associations d'aide alimentaire pour voir comment donner est un réflexe et finalement s'inscrit dans le temps toute l'année. Donc ça, on y travaille par exemple avec... je recevais le président du syndicat
cas des producteurs de pommes de terre qui me disaient je voudrais inscrire quelque chose dans la durée et une action de filière également. Donc ça c'est une grande préoccupation que l'on a. Il y a eu par exemple une journée mondiale de l'œuf où des œufs ont été donnés. L'idée c'est qu'évidemment il y a un temps fort, alors les œufs ne vont pas être tous donnés le même jour, évidemment ils sont répartis dans le temps, mais l'idée c'est comment, quand je suis 6 mois après cette date ou 8 mois avant, j'ai le réflexe de donner des œufs. Voilà. Donc ça c'est vraiment un travail que l'on mène, qui est moins visible, mais qui est pour nous très important. Ma question c'était pas tout à fait ça, c'est comment faire en sorte d'avoir de moins en moins avoir besoin de donner. Comment faire en sorte que de moins en moins de gens aient besoin qu'on leur donne. Travailler à moins que vous vouliez que des associations d'aide alimentaire qui sont présentes dans l'audience vous répondent directement, mais moi je leur laisse cette part de compétence. Alors, on va peut-être poser une autre question. Bonjour, je m'appelle Elise, je suis chargée de développement de partenariat privé à la Fondation Agir contre l'explosion, Fondation FAS. Je voudrais demander quelles sont les particularités françaises par rapport à la solidarité alimentaire quand on peut comparer la France et d'autres pays. Si vous avez des connaissances de comparaison, par exemple. Alors vous allez peut-être pouvoir répondre, Sophie. En plus, vous avez, je crois, des connaissances internationales, si je ne me trompe pas, c'est une de vos spécialités. C'est très culturel, effectivement, et l'aide alimentaire est une démarche qui, par exemple en France, est excessivement bien développée. Je parlais de la loi Coluche, mais c'est vrai que ça a énormément renforcé le don en France. On se rend compte qu'en Belgique, en fait, la Belgique a été obligée de légiférer sur tout ce qui était dons alimentaires pour pouvoir favoriser toute cette démarche de retrait de dons. Que des pays comme la Chine, en Asie, c'est une démarche culturellement pas tellement développée, très certainement parce que la solidarité se fait autrement, elle se fait intergénérationnelle, elle est plus dans la proximité, mais que ce don de notre côté, de distributeur, en fait, n'est pas du tout culturellement développé et qu'on essaie de mettre en place, mais que ça demande du temps. Et que pour aller de l'autre côté de la planète, au niveau de l'Amérique latine, culturellement, ils sont enclins à mettre en place des démarches comme nous les mettons nous en France, et qu'il y a beaucoup de choses qui se font également pour ces dons-là. Mais c'est vrai que sur le côté alimentaire, c'est finalement très culturel. Je crois aussi qu'il y a une volonté ou pas de reconnaître qu'il y a un besoin dans un pays, et donc de mettre en place des démarches qui favorisent ce don, en fait. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, je suis Nicolas, je suis émile et j'ai toujours eu des problèmes pour faire de la cuisine. En fin de compte, le système français autorise, après la scolarité, après l'aide médicale pour les personnes handicapées, en fin de compte, il nous donne le matériel pour faire de la cuisine, il nous donne des supermarchés comme Carrefour et tous les hypermarchés, mais il ne nous donne pas des petits cours, en fin de compte, pour préparer des salades, pour évoluer dans l'agriculture, des petites tomates, et ainsi de suite, des pommes de terre. Et peut-être qu'il faudrait faire un petit tremplin pour permettre, au lieu d'avoir des auxiliaires de vie qui viennent nous faire des petits plats, de nous permettre des petits cours de cuisine. C'est une question qui est extrêmement intéressante. Pour le coup, là, on serait un peu dans l'innovation. Je ne sais pas si ça se fait déjà. En tout cas, on voit beaucoup de choses autour de la cuisine en ce moment. C'est très tendance. Donc merci pour votre question. Et est-ce que vous avez une réponse? Alors, je peux répondre partiellement. Il y a beaucoup d'associations qui proposent ce type d'atelier de cuisine. En fait, on soutient, nous, je vous disais, des épiceries solidaires. Ces épiceries solidaires, au-delà d'être ce que je disais, en fait, d'être un endroit où vous pouvez acheter des produits alimentaires à 20% à peu près du prix moyen, ce sont surtout des lieux sociaux où s'organisent pas mal d'ateliers, que ce soit sur l'accompagnement budgétaire d'une famille, que ce soit sur l'insertion professionnelle, mais également sur ces aspects nutrition. Et beaucoup d'entre elles proposent des ateliers de cuisine, en fait, où des cours sont proposés. Après, je ne vais pas trop rentrer sur ce terrain parce que je
représente la fondation et pas Carrefour, mais Carrefour offre aussi la possibilité de, par exemple, souvent des recettes de cuisine, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se développent sur des accompagnements sur comment cuisiner bon, pas trop cher, sympa. Ce qui manque peut-être juste, c'est finalement la communication sur ces dispositifs, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils sont souvent essaimés, et il faut aller les chercher, ils ne viennent pas à nous. En définitive, c'est un des grands enjeux, non, finalement, de toutes ces formes de solidarité. Très certainement qu'il y a encore moyen de communiquer davantage sur tout ce qui se fait de bien et de possible. Les relais sont souvent pris par les services sociaux des municipalités, donc c'est souvent dans une proximité en fait assez locale. Vous me disiez, mais c'est vrai que la solidarité est quand même malgré tout assez locale. Il y a effectivement encore un boulevard de communication autour de toutes ces initiatives solidaires. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Encore quelques minutes. Bonjour à chacun de vous, merci de me permettre de prendre la parole ce matin. J'aimerais remercier les 4 intervenants pour cette matinée. Et je me dis, je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici ce matin. Donc du fond du cœur, merci. C'est surtout un cri de cœur que je vais lancer, pardonnez-moi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans mes propos, dans ma voix. Personnellement, j'ai découvert la solidarité alimentaire, hormis les circuits habituels qu'on a pu décrire depuis ce matin, les supermarchés, les collectes, la sortie des caisses, etc., en Bretagne. La Bretagne qui est une région qui m'est très chère. Donc le cœur de la solidarité, la proximité, etc., j'ai beaucoup retrouvé dans vos propos. Mon cri du cœur ce matin est par rapport à la République centrafricaine. Je pense que vous avez tous les uns les autres entendu ce qui se passe de l'autre côté depuis des mois. Une guerre sociopolitique. Et nous, avec quelques personnes autour de moi, des jeunes, Vincent, puisque vous êtes sur le créneau des jeunes, nous avons essayé, tant que nous pouvons, avec très peu de moyens, d'être près de ceux qui sont dans le besoin, et surtout dans le domaine alimentaire. Beaucoup d'actions sur le terrain, et nous allons clôturer cette année 2014 qui nous a beaucoup mobilisés sur les terrains de la solidarité, avec un projet qui s'appelle « Un Noël pour un sourire dans leurs yeux », qui est destiné aux enfants. Et ce projet a juste pour seule ambition de leur offrir un repas, une journée de cohésion, de retrouvailles, de joie, parce qu'il y a eu beaucoup de larmes. Alors on a eu des personnes qui se sont mobilisées autour de nous, notamment Madame Marie-Vincente Latécoère, qui est la veuve de Pierre-Georges Latécoère, celui qui a créé la première ligne aériopostale et aérienne, qui nous a dit « Evie, pardon, c'est mon prénom, voilà la salle de réception, si vous voulez organiser quelque chose pour les enfants, nous mettons la salle à votre disposition. » Nous avons des artistes tels que Youssou N'Dour, des personnalités comme Lilian Thuram qui nous ont rejoints. Nous sommes en train de mettre en place notre conteneur alimentaire. Nous allons vers des sociétés, des entreprises. Malheureusement, il n'y a pas la réactivité, il n'y a pas cette solidarité que nous attendons. Donc je remercie les anges parce que je me dis que je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici ce matin. Le ministère de la Défense nous s'est rapproché de nous pour nous dire on est prêt, vous parlez de logistique, je crois, Sophie, tout à l'heure, on est prêt à transporter votre conteneur, mais ce conteneur est vide. Il est vide et on a besoin de chacun de vous pour permettre que la solidarité alimentaire puisse être une réalité. Fin décembre, en Centrafrique pour les enfants. Voilà, il y a un dossier qui est là. Donc merci à tous. Merci à chacun de vous. Merci pour votre intervention et pour rencontrer des personnes qui sont sensibles à ces questions. Je ne pense pas que ça appelle à une réponse, mais en tout cas, on est évidemment touché par votre témoignage et votre sincérité. Merci. On peut continuer encore quelques minutes à débattre de ces sujets. Mademoiselle, si vous voulez intervenir, c'est à vous. Bonjour Clémence, c'est un peu dur de prendre la parole après un tel témoignage, mais je vais quand même essayer. Je suis étudiante en école de commerce à pas loin d'ici et je fais mon mémoire sur les enjeux de l'alimentaire et de la consommation responsable, donc je pense que je suis au bon endroit. Moi, ma question, c'était plus sur... on a beaucoup parlé de logique de proximité et il y a quand même une réalité, c'est qu'on dit souvent que les supermarchés sont un peu contre cette démarche-là. En tout cas, on reproche beaucoup aux supermarchés de ne pas être dans une logique de proximité.
proximité en ce qui concerne le sourcing des produits, notamment les produits frais, etc. Donc voilà, là je pense que je mets un peu les pieds dans le plat. Donc, quand vous dites le sourcing, c'est l'achat en fait, c'est la partie achat, c'est voilà, ça? toute la partie achat. Donc est-ce que vous pensez que les modèles de supermarchés sont en train de se renouveler à ce niveau-là? Est-ce qu'ils reviennent vers une logique de proximité? Et aussi, est-ce que c'est faisable? Parce que ça a un prix. Et est-ce que le modèle de supermarché est capable de revenir dans une logique de proximité, sachant les prix que ça peut avoir? Donc les supermarchés, les filières courtes, évidemment, Sophie, c'est à vous. En plus, on est en pleine négociation en ce moment avec, je crois, dans les directions des achats de la grande distribution. Et ben voilà, c'est la transparence, c'est aussi ça. Donc c'est à vous. Bon, alors, c'est vrai que j'ai ma casquette fondation, donc je ne répondrai pas clairement. J'ai pas la maîtrise complète de la réponse. En revanche, ce que je sais et qui est certain, c'est que effectivement, dans l'offre qui est offerte par la distribution, d'une façon générale, c'est d'offrir à chacun une diversité de produits tels que le client le souhaite en fait. Donc ça veut dire pas forcément que des produits de proximité, parce que quand on parlait du don, par exemple, des melons à Cavaillon, s'il y avait tous les magasins distribués que des melons à Cavaillon et qu'il n'y avait pas, par exemple, les concombres de notre région, ça ne serait pas forcément l'attente du client. Donc je pense qu'effectivement, cette notion de proximité a très certainement ses limites. On est conscient, en revanche, de ce besoin de proximité et depuis quelques années maintenant, on permet de plus en plus aux producteurs de pouvoir vendre quasi en direct leurs produits dans nos magasins et on a mis en place des filières courtes pour le permettre en fait. Donc c'est progressivement quelque chose qui se met en place et se développe. En fait, celui qui a le pouvoir en quelque sorte, c'est le consommateur. Enfin, on renvoie un peu la balle dans le camp du consommateur, ce qui ne veut pas dire qu'on se dédouane, mais ce qui veut dire que c'est là qu'on peut agir. Je ne sais pas que le consommateur a la pleine responsabilité, mais c'est vrai qu'il l'a aussi, c'est-à-dire qu'on est tous acteurs, qu'on parle de produits, mais si on souhaite ne consommer que par exemple des produits de saison, il ne faut pas acheter de fraises en hiver par exemple. Et voilà, je pense que voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais effectivement, je pense que c'est aussi à nous d'avoir des actes et des gestes responsables au quotidien qui feront évoluer la démarche, parce que le distributeur finalement répond aux besoins du client, je pense aussi. Entre autres, mais la réponse est complexe. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture? Monsieur au fond, on va vous... Ah, vous avez déjà le micro, pardon. On vous écoute. Si votre micro marche. Bonjour, Jean-François Réco, non? Je vous prête le mien sinon. Allô? Oui. Allô? Bonjour, Jean-François Réco. Merci en fait pour cette intervention. Personnellement, en fait, je développe un service de valorisation alimentaire. L'objectif, en fait, c'est de faciliter l'éco-collecte et la distribution en fait, par la suite auprès du monde associatif. Donc, puiser auprès de commerçants et pouvoir faire le lien, en fait, la passerelle naturelle auprès du monde associatif chargé de la distribution. Moi, en quelque sorte, je voulais revenir sur l'approche au niveau de la loi Coluche, qui est fondamentale, qui permet en fait aux commerçants d'optimiser en fait leurs pertes et savoir où en est un petit peu la discussion au niveau de Bercy, s'il y a des évolutions, en fait, des avancées là-dessus, peut-être un petit peu plus, on va dire, précis sur certaines niches. Donc voilà, je voulais comprendre un petit peu quel était le sujet là-dessus. Merci. C'est Dorothée Briomont qui vous répond. Il n'y a aucun problème actuellement pour les magasins de la grande distribution qui donnent. Ils bénéficient de ce dispositif fiscal. Il n'y a pas de problème en fait. Moi, vous m'avez demandé effectivement de parler d'optimisation fiscale, c'est comme ça que je le dis de façon politiquement correcte, parce qu'il y a des secteurs et des filières agricoles qui n'en bénéficient pas. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il reste les œufs, la viande, voilà, toutes les viandes. Chaque fois que vous avez un intermédiaire en fait. Voilà. Mais sinon il n'y a pas de problème. Enfin, les distributeurs bénéficient de cet avantage fiscal. Voilà. Alors, il y a des discussions après, des interprétations selon les services déconcentrés du ministère de l'économie qui vont dire qu'un produit dont la date limite de consommation est du jour n'a pas forcément de valeur, alors que d'autres considèrent qu'il est consommable. Donc voilà, après on rentre dans des négociations pour effectivement qu'il y ait une interprétation un peu homogène sur tout le territoire. Mais sinon, il n'y a pas de problème là-dessus.
Bon voilà, je pense qu'on arrive au terme de ces échanges. Je vous remercie d'être venus nombreux ce matin, tôt, pour entendre, écouter nos intervenants et échanger. Tout au long de la semaine, le magazine Up, donc qui est dans la communauté Up, qui organise ce Up Café, le magazine, organise sur son site internet une semaine vraiment exceptionnelle. Il y a une grosse mobilisation de la rédaction. Chaque jour, on va décliner autour d'un chiffre du sondage des actualités, des informations enrichies, en ligne, totalement gratuites, à découvrir, partager, échanger. Donc ce qu'on peut faire, c'est vous proposer de continuer à réfléchir à ces questions et à venir lire nos lignes et puis à continuer à suivre la communauté autour de ces différents événements. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos intervenants également, les jeunes et les moins jeunes. Merci, bonne journée. Donc la structure qui porte l'opération de ce matin, qui est un Solidarité Alimentaire, mettons les pieds dans le plat, c'est une opération portée par le groupe SOS et spécifiquement par ce magazine Up qui inspire le quotidien sur les questions de développement durable, de solidarité alimentaire. L'idée c'était de pouvoir, en écho à la journée mondiale de l'alimentation qui se déroule le 16 octobre, faire une semaine spéciale durant laquelle on met en exergue, on met en valeur les pratiques de solidarité alimentaire des Français. Pour ce faire, on a été appuyé par un sondage réalisé avec Opinionway sur la solidarité alimentaire pour les Français qui ont donné des résultats très intéressants que je vous invite à regarder sur notre site up-inspiré.fr. Alors cette conférence, donc, si vous voulez, elle s'inscrit dans un procédé plus global, dans une opération qui s'appelle Up met les pieds dans le plat, 5 jours d'engagement pour la solidarité alimentaire au quotidien. L'idée c'est vraiment en écho de la journée mondiale de l'alimentation pour la solidarité alimentaire du 16 octobre de pouvoir mobiliser le grand public sur ces questions, l'informer de l'état de la situation, l'inciter aussi à s'engager sur ces questions, alors soit en donnant, soit en se mobilisant, soit en partageant. Donc c'est une semaine qui se déroule donc, depuis lundi jusqu'à ce vendredi, qui regroupe différents aspects. Donc il y a un sondage exclusif qui a été réalisé avec Opinionway sur la solidarité alimentaire des Français. Il y a ce Up Café, donc, qui est un pan événementiel qui a pour but de mobiliser au cœur de Paris le plus d'acteurs, à la fois le grand public, mais aussi des leaders d'opinion, des journalistes, pour s'aimer autour du dispositif et aussi faire des conflits d'idées. On avait 3 intervenants aujourd'hui. On avait le fondateur de Good Deed, qui est une initiative assez innovante sur le don en ligne. On avait Solal, qui est une association qui s'occupe de la solidarité alimentaire entre les producteurs et les personnes qui sont les publics fragiles qui en ont besoin. Et nous avions la Fondation Carrefour, qui est également partenaire de cette opération Up met les pieds dans le plat, qui était là pour expliquer aussi comment une grande fondation française œuvre en France et à l'international pour la solidarité alimentaire. Donc voilà, cette opération Up Café s'inscrivait dans ce dispositif global de l'événementiel, une semaine spéciale sur notre site internet, un sondage spécial en écho à la journée mondiale de l'alimentation.